Salam, bonjour, bienvenue sur le podcast Bluetooth Connected. Je m'appelle Mehdi Kendi, j'ai fondé le studio de création sonore Les Bonnes Ondes à Casablanca. Le podcast que vous écoutez, c'est un podcast qu'on produit au studio où je reçois des gens qui viennent nous parler de création sonore, ils viennent nous parler de rapport au son et voilà, bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce numéro, je reçois Reda Znebr. Avant de vous laisser profiter de ce numéro, je voulais vous demander de ne pas hésiter à vous abonner, à commenter et à partager, c'est important pour nous. Alors, l'idée, comme je te disais, c'est de parler un peu de ton rapport au son et à la création sonore de manière générale. On se connaît pas beaucoup, on se connaît depuis des années, mais on a tout de suite commencé à geeker. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'apprendre à se connaître un peu plus. Ok, ça roule, avec plaisir. J'aimerais commencer par ton parcours personnel. Alors, j'ai regardé une petite interview où tu disais que ton premier choc musical, ça a été la musique électronique à 15 ans. Ouais. Par la suite, tu as été étudié à la SAE à Paris, donc une école de son, et puis tu as fait de la musicologie ensuite. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie ce premier choc que tu as eu de ton rapport actuel au son ? Comment ça a évolué avec les années ? Je crois que la différence entre l'époque et aujourd'hui, c'est que j'avais aucune idée de comment c'était fabriqué, en fait, tu vois. Pour moi, c'était un peu un langage alien, tu vois. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un synthé qui générait ce genre de son, etc. Et j'ai presque envie de dire, la magie, en tout cas de ce genre de musique, a un peu disparu du fait d'essayer de la disséquer, de la comprendre, quoi. Tu as fait une école de son, puis tu as fait de la musicologie. Donc, on a deux approches qui sont très différentes, c'est à savoir la technique et la théorie. Comment ces deux approches ont façonné ton écoute et ton approche du son aujourd'hui ? En fait, si tu permets, j'aimerais bien que le cursus il commence encore avant ça. Bien sûr. En fait, quand j'avais 5-6 ans, je me suis mis au piano. Donc voilà, formation, tout ce qu'il y a de plus classique, etc. Mais tout de suite, je me disais, ouais, c'est incroyable la manière avec laquelle tu poses ton doigt. En fait, j'étais assez, intéressé par la texture du son déjà, alors qu'on faisait de la musique aussi, tu vois. Et j'ai adoré mes années piano jusqu'au moment où, voilà, un peu crise d'adolescence, ça m'a un peu pris la tête de jouer du Chopin et de pas forcément comprendre ce que c'est, parce que j'y suis revenu avec un autre regard et j'ai trouvé ça cool. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est la période téléchargement illégal de musique sur Internet. Hein. Et en fait, je kiffais trop faire des compiles pour les copains au lycée. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils kiffaient, et puis qu'est-ce que je pouvais leur proposer aussi. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est plus une première formation avant, on va dire la formation officielle, c'est comment tu fais kiffer les gens avec de la musique. Et ma première table de mixage, je l'ai eue quand j'ai eu 15 ans. Et du coup, j'adorais en fait faire des soirées avec les copains où je parlais pas forcément aux gens, j'étais juste derrière ma console à essayer de faire groover le moment, quoi, tu vois. Et pourquoi j'insiste un peu là-dessus, c'est que du coup, j'ai l'impression que comment tu t'apprends à kiffer les sons au fur et à mesure, de découvrir, comprendre en fait la réaction que les sons peuvent avoir chez les gens et tout. Disons que c'est ça qui m'a mené à me dire, ok, maintenant, prenons un peu le taureau par les cornes et allons dans une école de son voir très concrètement comment ça se passe. Mais à un moment, je me suis dit, mais attends, mais tout ça, c'est très bien, mais à quel moment on pense en fait ? Je veux te raconter rapidement, juste par exemple, un examen à la SAE. C'était n'importe quelle manip. Typiquement faire, je sais pas moi, un mixage d'un truc ou un montage. Sauf qu'en fait, le test, il dure 10 minutes. Ok, donc il faut le faire vite. Qu'est-ce que tu es capable de faire en 10 minutes ? Et il nous expliquait que voilà, dans les logiques de production, etc., vous verrez, le son, c'est toujours à la fin, c'est toujours galère, vous serez toujours sous stress. Donc pour nous, le plus important, c'est que vous soyez capable de le faire vite. Et ensuite, la musico, honnêtement, ça n'a pas été un choix. Par un concours de circonstances, j'ai rencontré un type extraordinaire qui s'appelle Joël Heuillon et qui m'a dit, mais la question qui m'intéresse le plus, c'est la différence entre le disque et le live. Est-ce que tu veux réfléchir à cette question avec moi dans le cadre de la fac en musico ? Je t'inscris. J'étais là, bah écoute, ouais, carrément, genre, tu m'offres cette possibilité, let's go. Mais disons que j'ai un peu débarqué comme ça en musicologie. Et franchement, au début, je me sentais grave imposteur parce qu'il parlait de trucs. J'étais là, oh là là, est-ce que je vais réussir à m'en sortir ? Et puis Joël, qui était d'abord un pote, en fait, avant d'être mon prof, je dis, mais mec, t'es sûr, je vais y arriver et tout ? Je dis, mec, t'inquiète pas, genre, fake it until you make it, tu vois. Et je dirais que la musico, bah, en fait, tu réfléchis à ce que tu fais, quoi. Tu vois, on t'apprend tout un tas d'outils.
On t'apprend à traiter du son, on t'apprend, je sais pas, à choisir une couleur pour faire un morceau, choisir une esthétique d'un jingle radio, j'en sais rien. Ouais. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, a juste fait que j'ai pris quelques années à profondément réfléchir à ma pratique, tu vois. Et j'ai essayé de démontrer dans le cadre de mon mémoire que l'ingénieur du son était une espèce d'interface pensante. D'interprète un peu. D'interprète, Ouais. exactement. Exactement, c'est la posture que j'ai essayé de défendre. Dit comme ça va être compliqué à résumer, mais si je fais simple, si tu veux écouter du Chopin aujourd'hui, Chopin est mort, là, donc c'est forcément un interprète que tu écoutes, mais dans un second temps, en fait, tu écoutes des choix d'un preneur son, d'un mixeur son qui arrive par derrière, donc tu es un peu l'interprète de l'interprète. Oui. Et cette posture, elle est soumise, en tout cas en musique dite classique, elle est soumise à tout un tas de responsabilités, en fait. Parce que demain, les gens qui écouteront ça, pour eux, c'est ça la vérité de Chopin. Oui. C'est quoi la différence entre enregistrer un son et l'interpréter ? J'ai presque envie de dire que c'est la même chose, à la différence près qu'interpréter, c'est mettre une intentionnalité dedans. En fait, le terme que j'employais dans mon mémoire, c'est fixer. En réalité, la manip est la même, tu enregistres. Mais comment t'enregistres, quelle intention tu mets dans l'enregistrement, c'est ça que j'appelle fixer. J'ai l'impression que quand on dit enregistrer, c'est, je sais pas... tu l'as posé, ça traîne, ça enregistre. Presque, ça se fait tout seul. La manip, elle se fait toute seule. Il n'y a pas de cerveau pensant qui essaye d'organiser un peu les choses derrière en vue d'obtenir un résultat. Pour moi, cette réflexion, elle vient d'où ? C'est que j'ai beaucoup fréquenté des gars qui faisaient de l'image. Oui. Mais en fait, à chaque fois qu'on discutait avec eux et qui pourtant sortent de Master 2 de réalisation, création cinématographique, en fait, ils sont toujours là. Mais ils traînent où, le gars du son ? Qu'est-ce qu'il fout, le gars du son ? Il faut qu'il soit là, le gars du son, tu vois. Et à aucun moment, il y a une discussion avec ce gars du son qui traîne on ne sait où, tu vois, qui est juste en train de hurler silence, silence, s'il vous plaît et tout. Et ma réflexion, elle est vraiment venue de là. Genre, et les gars, vous êtes en Master 2 de Cinoche, il y a du son, et puis c'est quand même 50% de votre film. Comment se fait-il que vous connaissiez rien du tout à ce métier-là ? Et donc, pour moi, c'était comme essayer de relever un peu cette posture-là. Non, on n'est pas le mec qui enregistre en speed ce qui est en train de se passer. On est le mec qui essaie de poser une intentionnalité dans le son qui va fixer et interpréter, tu vois. Est-ce que c'est cette réflexion qui t'a mené à toucher à d'autres types de production ? Parce que tu es ingénieur du son, oui, tu fais de la musique, oui, tu fais de l'audiovisuel également, mais tu enregistres beaucoup seul des lectures de textes, par exemple. Tu produis également du documentaire sonore, des lectures, ce genre de choses. S'il n'y a pas d'intention, c'est beaucoup plus compliqué de faire passer une émotion ou de faire entendre quelque chose de joli. Est-ce que c'est cette envie de mettre à l'honneur l'intention qui t'a mené vers ce genre de production ? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis un peu un touche-à-tout dans le sens où je crois que je m'ennuie assez vite quand on fait la même chose tout le temps. Et je crois que j'ai juste gardé un peu ma curiosité de gosse, quoi. Et j'ai l'impression que ce soit le théâtre, le cinoche, la musique, la chanson, la lecture, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même question. Après, évidemment, il y a des approches qui vont être un peu différentes, mais la question, c'est toujours, mais qu'est-ce que tu veux raconter, en fait ? Oui. Et viens, on essaye de trouver la meilleure manière de raconter ce que tu veux raconter. Il se trouve que l'arc où j'ai l'impression vraiment de maîtriser, c'est le monde du son, mais le son aux images, ou le son au théâtre, ou le son juste pour une lecture. J'ai l'impression que le process est le même, et en effet, c'est mettre à l'honneur l'intentionnalité. Genre, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, tu vois ? Ouais. Par exemple, quand tu te poses avec un réal, il y a vraiment un temps de « Ok, qu'est-ce que tu as envie de raconter ?» et tu essayes en fait de traduire son intentionnalité en son. Et à ce niveau-là, quand est-ce que ça marche ? En réalité, quand tu bosses pour quelqu'un, c'est quand ça marche pour lui. Si je prends la question du coup par l'autre bout de qu'est-ce qui fait qu'une création sonore fonctionne, pour moi, il y a deux choses. Il faut que ça te prenne à un moment aux tripes, et surtout, il faut que ça sonne évident. Et l'espèce de paradoxe, c'est pour que ça sonne évident, il faut presque que ça ne s'entende pas. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin oui, étant dans le son, tu vois très bien ce que je veux dire. C'est genre, mais évidemment, le son qu'il y avait sur place, c'était ça. Non, absolument pas, ça n'a rien à voir, tu vois. Tout est artificiel, et en fait, j'aime bien cette formule que disait mon prof, justement à la fac, dont je suis hyper reconnaissant pour plein de choses, c'est cacher l'art par l'art. C'est toujours très drôle le moment où tu ouvres une session de montage et de mix et que tu montres à quelqu'un qui te dit
Ah bon? Oui, exactement. Autant de couches. C'est ça. Exactement. Autant de couches et qui doivent juste se fondre dans le décor, disparaître en fait, tu vois. C'est ça qui est fou, quoi. Et sur des pièces qui sont centrées sur le son, par quoi ça commence et qu'est-ce que tu veux, comment dire, limite, je sais pas si c'est le bon terme, mais exorciser. Parce que j'ai l'impression que quand on fait quelque chose de personnel, il y a souvent une notion d'urgence, en fait. Oui. Et c'est, enfin, je veux pas te mettre les mots. Non, mais les c'est mots ça, dans c'est la vrai, bouche, mais- c'est exact. Franchement, c'est un terme que j'aurais pu sortir, ce truc d'exorciser une émotion trop forte à ce moment-là. Ce que j'avais pas réalisé par rapport à une production que j'aimerais sortir cette année, c'est qu'en fait, toutes ces années-là, j'ai construit, sans m'en rendre compte, les pièces d'un puzzle plus grand. Dans le sens où tous ces espèces de jets émotionnels qui étaient vraiment des espèces de, comment on dit, catharsis, Ouais. tu vois, d'une émotion hyper forte, ou de textes, de bribes de lecture, ou de bribes de petits trucs que j'avais écrits, etc. La plupart du temps, ça pourrit dans mes disques durs, ces trucs-là, tu vois. Genre, jamais je mets ça sur Internet. Et en fait, cette année, enfin, du coup, 2024 plutôt, j'ai commencé à réécouter tout ça et à me dire, tiens, mais en fait, ça fait grave de l'écho à ça, ça fait grave de l'écho à ça. Et puis à agencer comme ça petit à petit les choses, tu vois. Par exemple, tel truc qui a été composé, je sais pas moi, en septembre 2009, en fait, il va hyper bien avec le truc de octobre 2015. Et j'ai avancé comme ça un peu à tâtons jusqu'à construire ce que j'espère, en tout cas quand je le sortirai prochainement, Inch'Allah, donner en fait un discours cohérent, quoi, tu vois. Quand on y va au trip, j'ai envie de dire, quand on s'écoute et qu'on fait ces différents jets, qu'on commet ces différents actes artistiques, j'ai envie de dire, il y a souvent ce moment où effectivement on s'arrête et puis on regarde et on se dit tiens, mais en fait tout fait écho à cette envie, parce qu'au final l'envie est là, elle est... Ouais, c'est ça. Mais je crois que sur le coup, on n'en est pas conscient, en fait. Comme si tu étais un peu ailleurs, quand tu reviens un peu à froid à écouter ça, en effet, ça vient du même endroit, en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que ça vient du même endroit. Mais après, quand tu regardes une timeline, bah oui, cette créa, elle a été faite sur 15 ans, en vrai. Et le travail avec les autres, comment il nourrit ce travail personnel? Moi, je me rends compte que souvent, le fait d'accompagner des porteurs ou des porteuses de projets, le fait d'enregistrer pour quelqu'un d'autre, d'interpréter pour quelqu'un d'autre et de s'ouvrir aux autres nourrit énormément ce qu'on fait au quotidien. Complètement. Travailler avec un tel et avoir fait des chemins intellectuels qui sont pas les tiens pour comprendre l'intention et la création des autres, en fait, ça t'a juste nourri. Et cette nourriture intellectuelle, mais aussi expérientielle, dans le sens où c'est toi qui as fabriqué ça de tes propres mains, etc., en fait, nécessairement, ça sert tes créations. Mais des trucs, des fois, tout bêtes. Genre, t'as cherché des textures, je sais pas, moi, sur un synthé, ou bref, t'as commencé à designer un truc. Mais moi, je save as, preset, et puis, c'est trop cool, ce truc-là, je l'utiliserai ailleurs. Tu vois, c'est juste faire. En fait, je crois que c'est ça, c'est faire. Faire, et peut-être sortir un peu de... Ça te force à sortir de toi et aller sur d'autres chemins. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est de sortir de ton nombrilisme dans lequel, en fait, au final... Je crois que si tu restes trop dedans, tu tournes en rond. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de créer pour moi aussi. C'est, mec, tu tournes en rond. Au contraire, ouvre-toi des champs de possibles et finalement, tu reviens encore mieux à tes propres projets, je crois, ouais. En parlant de tourner en rond, j'ai envie de parler de ton rapport au mixage. À quel moment un mix est fini? Honnêtement, le mix, il est fini quand il est sur Internet, en fait. C'est-à-dire quand tu peux plus le... Quand c'est pas toi qui l'écoutes sur une session où tu peux toujours bouger un petit truc à un petit moment parce que ce jour-là, en fait, t'es d'humeur à ce qu'à ce moment-là, il y ait un petit peu plus de coups de reverb sur ce passage de cette caisse. En fait, la vérité, je pense que c'est le truc le plus compliqué. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même j'aimerais le séparer en deux grands trucs. Soit tu mixes pour l'autre, et auquel cas, en fait, c'est fini quand ça lui plaît à lui. Et ce qui peut prendre beaucoup de temps. Et c'est OK. Oui, mais avant que tu l'envoies la version... T'en as fait combien avant? Que j'ai pas envoyé. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, déjà, le mix, je trouve que c'est hyper compliqué à cause de la multiplicité des dispositifs d'écoute, en fait. Ouais. Genre, t'écoutes ça sur un petit Bose, en fait, tu te rends compte que c'est nullissime. Tu vas écouter ça, je sais pas, dans ta voiture, t'es là, putain, ça déboîte. Tu vois, genre, ça m'est arrivé de réécouter des trucs qui sont sur Internet que j'ai mixés où je me dis, ouh là là, pas ouf le truc, tu vois. Non, mais ça, c'est avec les années. Forcément, quand tu reviens sur ce que t'as fait, t'as pris de la bouteille. Oui, mais c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, le truc, pour moi, c'est un gage d'honnêteté, le mix. C'est, est-ce que, genre, j'ai vraiment fait de mon mieux de tout ce qui était à 100% ce que je savais? Est-ce que je me suis mis complètement au service de ce titre, de ce film,
peu importe. Mais dans tous les cas, pour moi, il est jamais terminé parce que c'est peut-être le truc sur lequel, en fait, t'apprends tout le temps des nouveaux trucs, tu vois. C'est joli ce truc, ce gage d'honnêteté, parce qu'effectivement quand tu reviens avec les années, tu te dis bah c'était pas bon parce que t'as évolué, mais bien oui, sûr. Effectivement à l'instant T, qu'est-ce que l'instant T, j'ai vraiment fait de mon mieux et ça me rappelle le film de Malia Kenzi Lahlou. Un jour, je l'ai écouté à l'auditorium de la BBC. Ah mais oui, mais en même temps. Ah mais j'ai voulu disparaître, tu vois. Je réalisais tellement pas, mais en fait j'avais des trop petites enceintes pour gérer mes niveaux de basse. Tu vois, donc moi ce que je cherche en mixant, c'est une sensation. Je l'écoute au casque, je me dis ouais ça va, y a pas non plus. Et à la BBC, bah en fait tout est tellement hyper bien calibré. Vraiment, je me suis enfui de la salle. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quelques années plus tard, j'avais dit à ma femme ouais franchement on peut pas refaire un remaster. Elle m'a dit ben non Reda, c'est ça le principe en fait. C'est que à chaque fois que t'évolues, bah en fait tu te dis ok bah maintenant je sais comment j'aurais pu. Et je crois que le truc il est là aussi. J'espère en tout cas de faire comprendre. Mieux, ouais. Non mais surtout de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai un peu foiré celui-là et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le truc de version def, de finale, de je te promets c'est le dernier, je touche plus et tout, bah voilà, ça fait partie de notre pratique. Mais par contre, ton idée de vraiment poser un deadline et au-delà de ça, ça y est, et il faut que ça appartienne aux gens, je crois que c'est ça qui détermine que le mix est terminé. On l'a dit, tu as enregistré différentes choses, que ce soit pour le théâtre, pour le cinéma, pour la musique. Est-ce qu'il y a un son en particulier que tu gardes en mémoire parce que ce son-là, à ce moment-là, avait quelque chose de magique? Tu as parlé aussi de ton rapport physique au son, peut-être un son qui a envoyé quelque chose que tu n'attendais pas ou qui a trigger quelque chose que tu n'attendais pas. C'est difficile d'en choisir un en particulier. C'est un téléporteur, en fait, le son. C'est vraiment un autre espace-temps que quand tu es amené à réécouter ce que tu as enregistré, en fait, tu es juste complètement dans le moment que tu vivais avant, tu vois. Et je trouve ça hyper beau de juste voyager dans le temps avec tous ces sons qu'on a pu fréquenter, enregistrer. Après, de façon générale, je crois que les sons qui me touchent le plus, c'est les moments vocaux où il y a cette espèce de truc un peu fou dans la voix qui se casse légèrement sur une petite syllabe, où il y a cette émotion hyper palpable. Et ouais, j'ai un rapport hyper affectif, hyper charnel, hyper intime aussi avec tous ces moments-là. Mais je serais incapable d'en choisir un. Franchement, je serais incapable d'en choisir un en particulier. Peut-être juste pour l'anecdote, un son qui pour le coup m'a vraiment fait flipper. J'avais mis ma perche juste pour faire des ambiances dans une espèce de falaise où il y avait quand même l'océan qui passait, de nuit. Et à un moment, j'entends... dans un endroit où c'est pas supposé faire ça. Et ça faisait un peu loup, tu vois. Et j'étais terrorisé. Genre, je suis parti du plateau, j'aurais dit, moi, je continue pas de bosser ici. Il se passe des trucs bizarres. J'allais te poser la question, à quel moment un son devient habité selon toi? Là, c'est typiquement le moment où il est habité. Mais du coup, ça m'a fait triper de l'avoir aussi pour pouvoir le mettre dans le film à un endroit où je suis même pas sûr qu'il se perçoive, mais moi, je sais qu'il est là-bas et qu'il est supposé un peu vous faire flipper, tu vois. Souvent dans le documentaire ou même dans le cinéma, tout ça, on demande à enregistrer le silence. Le silence n'existe pas, mais bon, c'est l'acoustique de l'endroit en tout cas. C'est quoi ton rapport à ce silence? Comment tu utilises le silence dans tes mixages? Qu'est-ce qui te permet? Alors, je vais essayer de commencer par répondre par le docu. Il faut absolument le laisser exister parce que de ce silence émerge, je sais pas, une espèce de poésie en fait. Et pour le coup, en tant que preneur son, je sais que si là je viens interrompre le silence que tu es en train de vivre toi, en fait, on va juste passer à côté de ce que ça aurait pu devenir en fait. Donc pour moi, le silence, c'est clairement un allié. Et dans ce cas-là, je dirais que je l'utilise comme une possibilité de résonance. Et ce que j'aimais bien, je sais plus qui m'a dit ça, mais j'ai ça dans le cerveau qui traîne. Résonner, en fait, c'est sonner 2 fois. Donc ça, c'est pour la création docu, clairement, tu rerythmes, mais même pour les lectures. Ce qui est bien avec Sophia Hadi, la comédienne avec qui je travaille du coup assez régulièrement sur les lectures, c'est que déjà, elle a un rythme où elle t'a... Voilà, je vais pas dire qu'elle a fait tout le montage, mais elle t'a fait 80% du taf. Parce que déjà, juste dans sa manière d'aborder les mots, son éloquence, etc., puis je la vois bosser, genre le truc, il est taillé au scalpel. Même quand on bossait avec Jalil Tijani, il y a une métrique. En fait, c'est une musique. Ouais. Et donc, pour moi, on est en train d'écrire une partition. Et la partition, il y a aussi comment tu notes le silence, tu vois, pour rester dans cette métaphore-là. Et après, tu sais
tout aussi bien que moi que nous, on a besoin de silence plateau pour nos montages. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais pour nous, c'est très important ça, parce que c'est une base pour pouvoir reconstituer ou pas, d'ailleurs, ce qui se passait dans l'espace, quoi. Comment les espaces influencent ton travail d'ingé son? Si on enregistre, par exemple, dans un studio, on enregistre, je sais pas moi, au bord de la mer, on enregistre dans une maison, on enregistre dans un endroit qui n'est pas traité, on enregistre dans... Comment tous ces espaces influencent ton travail? Et est-ce qu'il y a des choses à tirer de ces environnements-là? Ça dépend de ce qu'on fait. Mais là, j'ai presque envie de prendre comme exemple le projet de Martin Seigneur, donc l'album Lila, que j'ai produit. Ce qui se passe, et peut-être ça peut rejoindre ce qu'on disait sur l'histoire du mix, c'est que le mix, en fait, c'est supposé être, l'aboutissement d'une chaîne de choix qui ont été faits, tu vois. Ouais. Alors que typiquement, là, moi, j'ai pas choisi d'être, je sais pas moi, à Souera, dans une espèce d'appart hyper résonnant, mais il se trouve que pour des raisons logistiques, il fallait que ça se fasse ici, à ce moment-là, de cette façon, tu vois. Et pour revenir peut-être aussi à des techniques un peu de composition musicale et sans vouloir jouer les profs ou je sais pas quoi, en fait, des fois, tu travailles sur des projets musicaux où tu te rends compte juste que le compositeur, il n'a pas forcément pensé en termes de mix. Je m'explique, il n'a pas forcément pensé la tessiture de ces instruments, which is fine, fais ce que tu veux, tu vois, mais qui peut faire que nous, on se retrouve avec beaucoup de difficultés au mix et que du coup, on devient un peu producteur, un peu malgré nous, en lui disant, ouais, en fait, ce truc-là, enfin, à rentrer dans sa compo. Moi, je suis pas trop fan de rentrer dans la compo des gens parce que j'imagine, mais des fois, par souci de clarté audio, j'ai envie de dire, on est obligé de faire des choix qui n'ont pas été faits plus tôt, tu vois. Bon, j'ai parlé un peu musique, mais je vais plutôt parler docu. En fait, ce que je trouve incroyable dans le docu, quand nous, on part sur, tu sais, on dit le terrain, mais le terrain, mec, c'est la vie. La vie, voilà, merci. Dans la vie. Quand on sort enfin du studio. Exactement, tu vois. D'où t'allais sur le terrain, mec. Quand on rencontre des gens. Des vrais gens, et qui, pour le coup, ont une vraie vie, un vrai emploi du temps, parce que toi, dans ta tête, t'es genre jour 1, jour 2, jour 3, mais mec, toi, t'es en mission, ok, t'as des trucs à faire, mais en fait, les gens, ils ont une life. Et je trouve cette espèce d'équilibre qui sort complètement du registre du professionnel de l'audio. Là, ça y est, on est d'humain à humain. Et puis dans le docu, on ne paye pas les gens. Donc il y a aussi tout ce truc-là où le mec, des fois, surtout chez nous au Maroc, tu sais, comme les gens sont, ça y est, il t'a ouvert sa porte, t'es en train de dîner chez lui. C'était pas prévu dans le tournage, mais au final, tu laisses tourner un micro parce que ça donnait une séquence de ouf. Tu te laisses surprendre, en fait, par le réel. Et je trouve ça absolument génial de juste capter tout ça. Et puis ensuite, on verra dans notre studio, enfermé, comment on va articuler tout ça. L'acoustique dans le documentaire, bien au contraire, permet beaucoup de choses. Une acoustique, c'est plein d'informations narratives qui permettent de voyager. Et au contraire, tu vas vouloir... Une acoustique, un placement stéréo. Ouais, c'est ça. Tu vois, dans une pièce, il est en train de se passer ci, ça. Parce que pour le coup, moi, j'aime bien bosser en docu, en ce moment, en tout cas, plutôt podcast, donc sans l'image. Et donc, en fait, tu te dis juste comment je vais donner à voir. Tu donnes à voir par l'acoustique, tu vois. Et typiquement, j'ai fait une prise de son dernièrement où il y avait des moteurs, des générateurs qui faisaient un bruit monstrueux. En fait, ce que je trouve génial, c'est que, évidemment, le mec, il pousse un peu le volume de sa voix. Et en fait, le rapport fait que c'est quand même compréhensible ce qu'il dit. Et pour moi, ça raconte sa vie, en fait. Le mec, il travaille dans des mines, c'est le bordel autour de lui. Et je l'assume complètement comme tel, tout simplement parce que ça sert le propos, ça sert l'intention initiale dont on parlait au début. Tu l'as fait comment, la prise ? J'ai toute l'ambiance avec un micro stéréo assez large. Tu connais, j'ai juste pris mes dispositions. Mais la prise dont on parle en tant que telle, j'étais assez proche de lui avec un micro super directionnel. Et je verrai ensuite comment j'équilibrerai un petit peu les deux. Le mid-side dans ce genre de truc fonctionne bien. J'aimerais bien. Et j'ai pas le couple MS. Ça, j'aimerais... C'est quoi comme enregistreur que tu as ? Un Zoom F4. Un Zoom F4. Et j'ai plus les capsules. Okay. J'aurais pu racheter les capsules, en effet. Okay. Dans l'interview dont je parlais tout à l'heure, tu évoquais des moments presque mystiques pendant certaines sessions d'enregistrement. L'interview parlait de ton enregistrement avec Martin Seigneur sur l'album Lila. Est-ce que l'espace sonore peut devenir un espace spirituel ? Le son tel que je l'entends est presque par nature en fait spirituel. Après, il y a peut-être certains instruments, certaines façons de dire des mots. En fait, ça me renvoie presque au bouquin de Gilbert Rouget, La musique et la trance, qui faisait un petit peu cette espèce de
de voyage à travers le temps et les cultures, d'essayer de comprendre en fait comment les humains s'élèvent spirituellement avec la musique. Aujourd'hui, en tout cas de mon expérience, je sais que j'ai énormément tripé sur les bols tibétains, pour en avoir fait moi-même, ou le didgeridoo, qui est un instrument que j'ai découvert dans les années 2010, comme ça, et où je me rendais compte d'une espèce de truc assez fou, où en fait, tu as l'impression que ton corps, il vibre en même temps. En fait, c'est pas une impression, c'est la vérité, tu vois. Quand tu joues du didge, mais en fait, c'est, pour employer des mots un peu triviaux, ça défonce, mais c'est pas ça, c'est que ça te met dans un état de conscience modifié. Ouais. Et le didgeridoo, vraiment, il a cette capacité-là. En fait, tu fais rentrer en résonance à travers l'air, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que même tes organes, ils vibrent, tu vois. Peut-être que là, on est un peu spécifique dans la réponse, mais sinon, le monde sonore, et c'est pas moi qui le dis, mais j'aime bien cette idée que c'est un chaos absolu. Et j'ai l'impression que nous, on est un peu des organisateurs de ce chaos, tu vois. C'est très joli. C'est très joli. C'est un peu ça, quoi, tu vois, parce qu'on crée des mondes, en fait, tu vois, et on va décider que dans telle ambiance de forêt qu'on a, eh ben, il va se passer tel truc à tel moment. Et en fait, ça nous rassure, parce que nous, on sait ce qui va se passer, tu vois. Mais sachant que notre auditeur ne sait pas, en tout cas pour sa première écoute, et c'est là qu'un des trucs du mix au cinéma, par exemple, me fait particulièrement triper, c'est que tu vas venir attirer l'attention sur un truc qui se passe ici ou ici, tu vois. Et en ce sens, on est un peu des organisateurs du chaos, en toute modestie, tu vois. Et je trouve, en tout cas, c'est cette façon d'aborder le truc assez intéressant. Mais souvent, tu sais, par rapport à cette histoire de voix off et d'organiser une écoute, quand on fait des formations avec des jeunes, ou même des moins jeunes en vérité, parce qu'on fait beaucoup de formations avec des journalistes aussi, les journalistes, par exemple, ont vite tendance à vouloir te dire, oui, on va mettre des voix off, une voix off, on va mettre des chiffres, on va mettre des trucs, des machins. Ça, c'est facile. Si tu veux, genre en 2 heures, on l'a torché, Ouais. et mix compris, et c'est ça. bon. Raconte-moi tout ce que tu veux me dire sans utiliser ta voix off. Ouais. Et à la fin, je te promets que si tu as toujours envie de mettre la voix off, on enregistre, c'est rien, c'est une prise rapide. Et souvent, les gens se rendent compte à ce moment-là de la puissance de ce médium, le médium son, qu'on peut raconter différentes choses. Mais qu'il faut se prendre la tête à réfléchir et à se dire comment je vais agencer tout ça. Moi, j'aime bien dire que je suis un artisan du son. Et qu'en fait, la meilleure école avant de sortir les micros, c'est se taire et écouter le monde, en fait. Écouter ses souvenirs aussi. Typiquement, et ça, c'est un exemple qui, à mon avis, parle à tout le monde, les bruits de pas de ta mère qui rentre du boulot. Tu sais si elle est vénère. Tu sais tout, tu vois. Et pourtant, déjà, tu sais que c'est elle. Oui, déjà, tu l'as identifié. Sa manière de... Moi, je me rappelle très bien. Je suis vraiment capable de savoir dans quelle émotion elle est, alors que les très peu d'informations que j'ai, c'est comment elle a ouvert la porte, les bruits de pas. Elle n'a pas encore ouvert la bouche, que je connais son énergie, tu vois. Et toi, et en tant que créateur dans le son, étant conscient de ça, mais convoque ces souvenirs, tu vois, c'est pas forcément la fac. Évidemment, faire des études, pour moi, c'est hyper important pour vraiment comprendre la logique et une espèce d'organisation, une espèce de rigueur, en fait, dans comment tu bosses. Mais tout le reste, c'est ton expérience du monde. Et un des cours que j'ai le plus kiffé, c'était cours de culture musicale, où on faisait des voyages dans le temps et dans l'espace avec un prof qui adorait ça en plus, donc c'était génial. Et puis on allait chez lui et il avait fait une pièce qui était vraiment comme une salle de ciné. Il avait des sièges hyper confortables. On avait supposément que 1 heure de cours. En fait, on passait 3 heures là-bas parce que le mec, c'était vraiment un passionné. Et je crois que c'est ça, en fait, aussi, faire de la création sonore, c'est se nourrir, c'est écouter, c'est se remplir, écouter des disques, mais écouter des films, écouter juste des gens parler, écouter, quoi. Voilà. On avait eu une discussion avec Ayoub Aïtiadouid, qui est aussi créateur sonore, et on lui avait demandé quels sons lui manquaient. Ouais. Parce que lui vit à l'étranger, il a grandi à Casa, il vit à l'étranger, et il nous a parlé du bruit de la porte de l'appartement familial qui a grincé pendant des années. Yes. Et un jour, il en a eu marre de cette porte et il a simplement mis un lubrifiant pour que ça arrête de grincer. Et tu te dis, cette porte a arrêté de grincer et elle me manque. Elle me manque, ouais. Ce grincement me manque. Et heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de l'enregistrer avant. Yes, excellent. Excellent. Mais ce grincement de porte, pour moi, ça voulait dire c'est ma mère qui vient me réveiller. Ouais. Y a quelque chose, il se passe un truc. Quelque chose se produit, en tout cas. Ouais. Quand tu travailles sur un mix, est-ce que tu écoutes avec les oreilles du technicien ou avec les oreilles de l'auditeur? Ah là là. Ah là 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 là. C'est très, 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 très dur d'y répondre. Et j'aimerais tellement écouter comme l'auditeur. Et j'ai presque envie de te dire que même en tant qu'auditeur, j'écoute plus comme un auditeur. Ouais.
Alors, quand je travaille sur des mix, ce que j'aime bien faire, c'est travailler toute la journée. Enfin, toute la journée, on s'entend par... parce que ça aussi, non mais franchement, ça pour le coup, je tiens à le dire. Au bout de 1h30, mais on fait n'importe quoi en fait. Oui. C'est physiologique, il faut que les gens le sachent, tu vois. J'espère que c'est su. Des oreilles fatiguées ne servent à rien. Tu fais 45 minutes. Dans l'idéal, après je le fais pas tout le temps, hein, franchement, soyons honnêtes aussi, mais 45 minutes et ensuite aller sortir, faire quelques pas, le tour du quartier, revenir, et en fait tu reviens avec une telle énergie, une telle fraîcheur, etc. Vraiment c'est hyper important, ces 15 minutes, elles font partie du taf. Genre, on est là, j'en profite pour le dire, même si je respecte pas toujours ça. En tout cas, ce que j'aime bien faire après une journée de mix, c'est faire un export en fait. Et parce que déjà j'écoute moins comme un techos. Quand t'écoutes pas avec les yeux. Voilà, quand j'écoute pas avec les yeux. Exactement. Comment tu gères l'équilibre? On en a un petit peu parlé, mais je voudrais en parler un peu plus. Comment tu gères l'équilibre entre ta vision sonore et les attentes d'un musicien, de quelqu'un avec qui tu vas travailler? Comment tu fais pour balancer tout ça? C'est toujours un jeu de compromis, surtout que quand tu passes des heures sur un projet... Je crois que c'est humain de ressentir ça, mais tu me corrigeras, je sais pas si toi dans ta pratique ça t'arrive, mais tu as l'impression que c'est un peu ton truc aussi, même si ça ne l'est pas du tout. Et donc je pense que la vigilance, elle est surtout là. Ok, tu es impliqué corps et âme, tout ce que tu veux, mais c'est pas ton truc. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, tu dois vraiment, je reviens à cette idée d'interprète, tu interprètes au maximum l'intention de la personne avec qui tu bosses. Par contre, ce qu'on attend de toi, en tout cas moi, ce que j'attends de moi-même plutôt dans cette relation-là, c'est de proposer. D'être vraiment force de proposition, mais d'être hyper détaché de ta proposition. Oui. Genre, t'en as proposé 50, il n'y en a aucune qui est retenue. Fine, c'est OK, tu vois. Après, des fois, ça passe par des petites prises de tête, enfin, prises de tête rapides, quoi. On essaye de... Moi, des fois, j'aime bien dire, c'est l'argument le plus fort qui l'emportera, indépendamment de toi en tant que personne ou de moi en tant que personne, et l'argument sonore. Et après, il y a nécessairement cette histoire de goût. Moi, j'aime bien Olivier Hunia, pour le coup, j'aime bien comment il parle du mixage. Il disait souvent, il faut que la mayonnaise prenne. Mm-hmm. T'es pas supposé ressentir le jaune d'œuf. T'es pas censé, je sais pas moi. L'huile. Ouais, tu vois. Par contre, tu manges une mayonnaise, quoi. Des fois, en fait, l'artiste, il peut te dire, je sais pas, j'entends pas trop la guitare. Est-ce que l'énergie globale fait qu'on s'en fout qu'à tel endroit, on n'entende pas précisément la ligne de telle chose, tu vois? Sauf qu'un compositeur, des fois, qui a écrit toutes ces lignes, etc., il a envie d'entendre chacun de ces trucs. Des fois, tu as envie de lui dire, et c'est l'exemple que j'avais donné dans l'interview, c'est remplir une pièce. Mais à un moment, là, il n'y a plus de place. Tu vois ce que je veux dire? On peut plus mettre ton truc là-bas. Et c'est pour ça que j'adore écouter des prods hyper épurés, parce qu'en fait, c'est celles qui sont le mieux mixées. C'est ceux qui mixent avec le temps. Et donc après, ce qui est terrible, des fois, c'est que quand tu parles mix avec, on va dire, un artiste, en fait, tu es en train de remettre en cause la série de ses choix. C'est un peu ça aussi, au final. Ouais. Et donc, il faut y aller aussi hyper tranquillement, parce que moi, plein de fois, je dis, ouais, la partie de je sais pas quoi, ça marche pas, il faut l'enlever. Ouais, mais mec, c'est lui, il l'a mis. Bah, il veut qu'elle soit là. Donc, démerde-toi. Trouve. Tu vois? Si tu devais décrire ton rapport au son en une phrase, ça serait quoi? J'espère que le son va nous faire sortir du diktat des écrans. Revenir à un instant, revenir à la durée, et une attention au son qui est genre dans laquelle il y a un vrai pouvoir, en fait, je crois. Et en tout cas, j'espère qu'à force de développer ça, on sortira de plus en plus de cette espèce de guerre de l'attention que sont les écrans, en fait. Une guerre à la dopamine. Ouais, exactement. Exactement. Quel conseil tu donnes, quel conseil revient le plus souvent, ou quel conseil tu donnerais à une jeune ou un jeune qui nous écoute ou qui nous regarde et qui aurait envie de se lancer là-dedans? Sors-moi le pédagogue. Ah ouais. Franchement, ça fait peut-être bateau aussi, mais le truc qui me vient comme ça, c'est rester curieux, soyez curieux de tout, parce que en fait, le son, c'est la vie, quoi. C'est le monde qui s'exprime, tu vois. Je dirais tendez l'oreille, franchement. Mais que ce soit aux voix, que ce soit à la musique, que ce soit, je sais pas moi, aux vagues, que ce soit au son du vent dans les tamares, dans le désert, c'est un truc de fou, le son que ça fait, tu vois. Et peut-être de façon plus carrée, c'est un métier qui est hyper passionnant, quoi. C'est un métier qui est en fait finalement que fait de rencontres humaines, en fait. Vraiment. Merci beaucoup, Reda, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.
Line in. The Bluetooth device جهاز البلوتوث is ready to pair. جهاز البلوتوث جاهز للتشغيل. Bluetooth device is disconnected.